On vit une époque étrange. Jamais il n'a été aussi simple de cliquer sur un bouton pour investir. Et pourtant, jamais il n'a été aussi difficile de savoir où mettre son argent. Chaque jour, la même question revient. Dans les commentaires, dans les messages privés, dans la bouche de gens sincères, parfois stressés, souvent débutants. Si j'ai seulement 100 $, par quoi je commence? Parce que 100 $, ce n'est pas rien. C'est une soirée, c'est une semaine de course. C'est parfois un pari sur l'avenir. Et ce que personne n'ose vraiment dire, c'est que le premier investissement peut décider de tout le reste. La confiance, la motivation, ou au contraire, le dégoût définitif. Et pourtant, cette vidéo ne parle pas de promesses miracles. Elle ne parle pas de devenir riche rapidement. Elle parle d'un test réel, brut, sans filtre. Il y a 4 ans, j'ai pris une décision simple, prendre 100 $. Et les investir dans 5 domaines différents, accessibles en ligne comme n'importe qui pourrait le faire. Pas avec le recul d'aujourd'hui, pas avec les graphiques d'après-coup, mais avec les informations que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, je vais comparer ces 5 investissements, avec une seule question en tête. Lequel est vraiment le plus adapté quand on débute avec peu d'argent? Pour être honnête, on va utiliser une grille claire, toujours la même. Le temps nécessaire pour apprendre, la capacité à générer du revenu passif, les avantages fiscaux possibles, le niveau de risque réel, et surtout, le résultat final, noir sur blanc, pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous montrer ce qui s'est réellement passé. Et pour comprendre tout ça, il faut revenir au tout premier choix, le plus évident, le plus populaire, celui auquel presque tout le monde pense en premier, les actions individuelles. Posséder une action, c'est posséder une part d'une entreprise. Apple, Samsung, Microsoft. Vous devenez techniquement copropriétaire. Sur le papier, c'est séduisant. Vous choisissez une entreprise en laquelle vous croyez. Vous accompagnez sa croissance. Et si tout se passe bien, vous gagnez avec elle. Mais dans la réalité, ce n'est pas si simple. Apprendre à investir dans des actions individuelles, c'est accepter une courbe d'apprentissage raide, très raide. Il faut comprendre les chiffres, les dirigeants, le modèle économique, la concurrence et surtout, accepter de se tromper. Quand je choisis une action, je regarde les comptes, les revenus, les dettes, les flux de trésorerie et je n'investis jamais pour quelques semaines. C'est une décision sur plusieurs années, parfois 10. Et pourtant, même avec toute cette rigueur, le hasard joue encore un rôle énorme. Alors pour ce test, je n'ai pas voulu tricher. J'ai fait exactement ce que beaucoup de débutants font sans l'assumer. J'ai laissé le hasard décider. Un tableau, des entreprises, une fléchette, les yeux bandés. Là où elle tombe, j'investis. Quand je l'ai fait, je me suis dit, de toute façon, sur 4 ans, le marché monte, non? Et c'est là que la réalité commence à piquer. Parce que cette fléchette est tombée sur Samsung. 4 ans plus tard, mes 100 $ valent moins de 70 $. Dividendes inclus, un rendement négatif. Clair, net, sans appel, et le plus troublant, c'est que la fléchette aurait pu tomber à quelques centimètres près. Apple aurait presque doublé, Microsoft aurait presque triplé, et Nvidia aurait transformé ses 100 $ en plusieurs centaines. Même geste, même somme, résultat radicalement différent. C'est ça, la vérité des actions individuelles. Maintenant, on va changer d'échelle, parce que tout le monde n'a pas envie de choisir une entreprise. Tout le monde n'a pas envie de lire des bilans à minuit, ni de stresser à chaque annonce de résultats. Alors il y a une autre porte d'entrée, plus discrète, souvent mal comprise, mais redoutablement efficace quand on débute. L'immobilier, sans acheter de maison. Quand on parle d'investissement immobilier, beaucoup décrochent. Trop cher, trop compliqué, trop lent. Et pourtant, il existe un format presque invisible, les fiducies de placement immobilier qu'on appelle souvent FPI. Le principe est simple. Vous mettez votre argent dans une société qui possède déjà des immeubles, bureaux, centres commerciaux, appartements, hôtels. Vous ne gérez rien, pas de locataires, pas de travaux, pas d'appel à 23 heures pour une fuite d'eau. Vous possédez juste une petite part du tout, comme si vous étiez propriétaire. D'une brique, la courbe d'apprentissage est plus douce. Il faut comprendre le type de bien, le secteur, la santé de la société. Mais on est loin de la complexité d'un achat immobilier classique. Et là où ça devient intéressant, c'est sur le revenu passif. Les FPI sont obligés de redistribuer une grande partie de leurs bénéfices. Concrètement, tant que les loyers rentrent, vous touchez des dividendes.
régulièrement, sans vendre quoi que ce soit. Sur le papier, c'est presque trop beau, mais la réalité est plus nuancée. Quand j'ai investi mes 100 $ il y a 4 ans, le monde était différent. Les bureaux tournaient, les commerces aussi. Puis la pandémie est passée par là. Télétravail, locaux vides, centres commerciaux désertés. Résultat, la valeur de mon investissement a légèrement baissé. Mais les loyers, eux, ont continué à tomber. Pas tous, pas partout, mais suffisamment. Au final, malgré une valeur presque stable, les dividendes ont fait la différence. Un gain modeste, rien de spectaculaire, mais une leçon importante. Même les investissements stables ne sont pas immunisés. Ils amortissent, ils ne suppriment pas le risque. Et là, on bascule dans un autre monde, un monde qui fait rêver certains et trembler d'autres, les crypto-monnaies. Imaginez un actif qui peut doubler, tripler ou perdre la moitié de sa valeur en quelques mois, sans banque, sans gouvernement, sans filet. Le principe est simple à expliquer, mais difficile à vivre émotionnellement. Une monnaie numérique, basée sur une technologie appelée blockchain, transparente, décentralisée. Certaines personnes ont changé de vie grâce à ça, d'autres ont tout perdu. Il faut être clair, ce n'est pas un investissement calme. La courbe d'apprentissage est intermédiaire. Il faut comprendre les portefeuilles, les plateformes d'échange, les règles de sécurité et surtout apprendre à ne pas paniquer. Parce que regarder son investissement perdre 30% en une semaine, ça marque. Quand j'ai investi mes 100 $, je n'ai pas cherché l'exotique. Pas de promesses lunaires, pas de token inconnu. Je suis resté sur les bases, Bitcoin, puis j'ai fermé l'application et j'ai attendu. 4 ans plus tard, le résultat est presque indécent. Plus de 6 fois la mise initiale. Mais attention, c'est là que beaucoup se trompent. Ce résultat n'est pas la norme, c'est une exception historique. Des centaines de projets crypto sont tombés à zéro pendant ce temps. Des plateformes ont disparu. Des fortunes se sont évaporées. La crypto, ce n'est pas bien ou mal, c'est extrême. Et si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, le rendement ne compense pas le stress. Alors on fait un pas en arrière. On cherche quelque chose de plus ancien, de plus lent, de plus rassurant. L'or. L'or ne promet rien. Il ne vend pas du rêve. Il protège. Depuis des milliers d'années, il traverse les crises, les guerres, les inflations. Investir dans l'or, c'est accepter une chose fondamentale. Vous ne deviendrez pas riche rapidement, mais vous limitez les dégâts quand tout va mal. Apprendre à investir dans l'or est simple. Soit vous le possédez physiquement, soit vous passez par des produits financiers. Dans mon cas, j'ai choisi la solution la plus accessible, rapide, liquide. 4 ans plus tard, le résultat est clair. Pas explosif, mais solide. Une progression régulière, sans montagnes russes, sans nuits blanches. L'or fait exactement ce qu'on lui demande. Il conserve de la valeur. Et puis il reste une dernière pièce du puzzle, celle que beaucoup d'investisseurs expérimentés finissent par privilégier, souvent après avoir tout essayé, les fonds indiciels. Mais ça, c'est là que tout se relie, parce qu'à un moment, quand on a testé le risque, quand on a goûté à la volatilité, quand on a compris que le hasard n'est pas une stratégie, on cherche quelque chose de plus simple, de plus robuste, de plus prévisible. Et c'est là que les fonds indiciels entrent en scène. Un fonds indiciel, c'est presque ennuyeux à expliquer. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne. Vous n'essayez pas de battre le marché. Vous achetez le marché. Quand vous investissez dans un fonds qui réplique le S&P 500, vous possédez automatiquement une petite part des plus grandes entreprises américaines. Pas une, pas deux, 500. Si une entreprise chute, une autre prend le relais. La courbe d'apprentissage est faible. Pas besoin d'analyser des bilans pendant des heures. Pas besoin de prédire l'avenir. Vous investissez, vous laissez le temps faire son travail. Et le temps est incroyablement puissant. Sur le plan du revenu passif, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est régulier. Des dividendes, souvent réinvestis automatiquement, et qui, année après année, accélèrent la croissance. Fiscalement, c'est l'un des meilleurs outils qui existent. Placés dans des enveloppes adaptées, les gains peuvent croître sans être amputés chaque année. Et le risque, il existe, bien sûr, mais il est dilué, réparti, absorbé par la diversification. Quand j'ai investi mes 100 $ il y a 4 ans, je n'ai rien optimisé, rien chronométré. J'ai simplement suivi l'indice via un gestionnaire connu comme Vanguard. 4 ans plus tard, le verdict est clair. Une croissance solide,
sans stress, sans surprise. Pas la meilleure performance absolue, mais l'une des plus cohérentes. Et c'est là que tout prend sens. Si on met tout côte à côte, les actions individuelles peuvent exploser ou s'effondrer. Les FPI apportent du revenu, mais restent dépendantes du contexte. La crypto peut changer une vie ou la compliquer. L'or protège, mais ne propulse pas. Les fonds indiciels avancent, lentement, régulièrement, et c'est souvent ce qu'on sous-estime le plus. Parce que l'investissement, au fond, ce n'est pas une question d'intelligence, ni même de timing parfait, c'est une question de comportement, pouvoir dormir la nuit, continuer à investir quand le marché baisse, ne pas tout vendre par peur. Avec seulement 100 $, le meilleur investissement n'est pas forcément celui qui rapporte le plus. C'est celui que vous êtes capable de tenir dans le temps. Commencez tôt, commencez petit. Et surtout, commencez. Parce que la vraie différence ne se joue pas sur le premier billet, mais sur les 10, 20, 30 années qui suivent. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, si vous deviez commencer aujourd'hui avec 100 $, lequel choisiriez-vous?